Bienvenue dans la deuxième partie des deux présentations sur le pied. Cette vidéo couvre les fractures, les luxations et les fractures-luxations, la maladie de Köhler et enfin le pied de Charcot. Les fractures de fatigue ou fractures de stress du métatarse sont relativement fréquentes. Une fracture de fatigue du métatarse est souvent appelée fracture de la marche car elle est régulièrement observée chez les nouvelles recrues de l'armée. L'organisme tente naturellement de reconstruire l'os dans les zones de faiblesse, de sorte que ce dernier ne se fracture pas complètement, ce qui entraîne un épaississement de la corticale. La réaction périostée qui en résulte est visible au bout de 2 à 3 semaines et est le plus souvent observée au niveau des deuxième et troisième métatarses. Donc, quoi? Une fracture de fatigue, ou du tiers moyen de la diaphyse du troisième métatarsien gauche, comment? Non déplacé, mais avec des signes de périostite aiguë. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il existe une fracture de fatigue non déplacée au niveau du tiers moyen de la diaphyse du troisième métatarsien gauche, associée à des signes de périostite aiguë. Nous voyons ici deux fractures distinctes des troisième et quatrième métatarses. La fracture du troisième métatarse est peu déplacée, mais la fracture du quatrième métatarsien présente un déplacement latéral et un chevauchement important. Lorsque vous voyez ce type de blessure, vous devez vous demander si d'autres lésions supplémentaires sont associées. Nous devons envisager la possibilité d'une fracture-luxation à la base du deuxième métatarsien. Rappelez-vous la fracture-luxation de Liffrand dans la vidéo précédente. En regardant l'incidence antéro-postérieure, souvenez-vous que la corticale médiale du deuxième métatarsien doit être alignée avec la corticale médiale du cunéiforme intermédiaire. Sur ce cliché, il semble être aligné, mais regardons l'incidence oblique plus en détail sur la diapositive suivante. Sur l'incidence oblique, nous pouvons mieux évaluer la corticale latérale du deuxième métatarsien, en rouge, par rapport à la corticale latérale du cunéiforme intermédiaire, en vert. Elle devrait être alignée et nous pouvons clairement voir sur ce cliché que ce n'est pas le cas. Il s'agit donc d'une fracture-luxation de Liffrand. Cette blessure est souvent le résultat d'une chute d'une certaine hauteur, d'un mauvais pas sur un trottoir ou d'une chute de cheval où le pied est resté coincé dans l'étrier. Une incidence latérale doit être réalisée en complément lorsque vous voyez ce diagnostic préliminaire. Si vous regardez attentivement, vous pouvez également voir un minuscule fragment osseux, en jaune, entre les deuxième et troisième métatarses. L'origine de ce fragment n'est pas évident, mais il faut tout de même le mentionner dans votre compte-rendu. Ces fractures-luxations restent relativement complexes à décrire. Reprenons notre quoi ou comment. Quoi, fracture-luxation de Liffrand, ou, donc à la base du deuxième métatarsien pour une fracture, tiers moyen de la diaphyse des troisième et quatrième métatarsiens, toujours des fractures, et la deuxième articulation tarso-métatarsienne pour la luxation, tout ça du côté gauche. Comment? Non déplacé pour le deuxième et troisième métatarsien, avec un déplacement latéral pour le quatrième métatarsien et une subluxation homolatérale pour la deuxième articulation tarso-métatarsienne. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture-luxation de Liffrand du pied gauche, impliquant des fractures non déplacées des deuxième et troisième métatarsiens, une fracture déplacée latéralement du quatrième métatarsien et une subluxation homolatérale de la deuxième articulation tarso-métatarsienne. Il existe également un petit fragment osseux entre le deuxième et troisième métatarsiens. Nous voyons ici une fracture de Liffrand divergente où le premier métatarsien s'est déplacé médialement et les autres métatarsiens se sont déplacés latéralement. Il s'agit d'un cas très complexe qui nécessite une exploration scanographique. N'oubliez pas que lorsque vous voyez une fracture-luxation de Liffrand, vous devez également réaliser une incidence latérale afin de mieux mettre en évidence l'étendue et la direction du déplacement. Encore un cas relativement difficile à décrire. Quoi? Fracture-luxation de Liffrand, ou des articulations tarso-métatarsiennes droites, donc fracture plus luxation, de la tête du deuxième métatarsien, fracture comminutive, et base de la deuxième phalange proximale, fracture comminutive également. Comment? Luxation des articulations tarso-métatarsiennes,
fracture comminutive de la tête du deuxième métatarsien et de la phalange proximale adjacente. Pour écrire ceci en tant qu'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture de l'ifran, une luxation du pied droit impliquant des fractures comminutives de la tête du deuxième métatarsien et de la base de la deuxième phalange proximale, et des luxations fracturaires des articulations tarso-métatarsiennes. Nous voyons ici une fracture traverser le corps de l'os naviculaire, le divisant en deux moitiés. Remarquez comment la fracture est presque invisible sur l'incidence de Frasse, alors qu'elle est évidente sur l'incidence de 3/4. Quoi, une fracture, où, du corps du naviculaire gauche, comment, légèrement déplacé. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture légèrement déplacée à travers le corps de l'os naviculaire gauche. Les fractures de la surface dorsale du naviculaire sont souvent invisibles sur les incidences de face et de 3/4, mais sont détectables uniquement sur une incidence de profil. Bien qu'une vue latérale ne soit pas systématiquement effectuée pour les blessures du pied, elle s'impose lorsque l'histoire clinique indique une blessure du tarse, par opposition à une blessure de l'avant-pied. Quoi, une fracture, ou de la surface dorsale du naviculaire droit, comment, légèrement déplacée. Pour écrire ceci en tant qu'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il existe une fracture légèrement déplacée de la surface dorsale de l'os naviculaire droit. La maladie de Köhler n'est pas vraiment une maladie. Il s'agit d'une nécrose avasculaire autolimitée de l'os naviculaire, ce qui signifie qu'elle se corrige d'elle-même avec le temps. Cette ostéochondrose de l'os naviculaire est caractérisée par un aplatissement, une ostéocondensation et une fragmentation. Elle est classiquement rare et est le plus fréquemment rencontrée chez les garçons vers 5-6 ans. Elle est le plus souvent unilatérale. Ici, les cunéiformes et le cuboïde ont tous la même densité, alors que lorsqu'on regarde le naviculaire, l'ostéocondensation, l'aplatissement et la fragmentation sont vraiment flagrants. Quoi, une nécrose avasculaire ou maladie de Köhler, ou de l'os naviculaire gauche, comment, avec une ostéocondensation ou sclérose, un aplatissement et une fragmentation. Pour écrire ceci comme une évaluation clinique préliminaire, nous dirions la nécrose avasculaire ou maladie de Köhler est évidente au niveau de l'os naviculaire gauche avec sclérose, aplatissement et fragmentation. Il est assez fréquent de voir de petites fractures avulsions sur le bord latéral du cuboïde ou du calcanéum. Il est donc important d'examiner ces zones très attentivement. Nous devons être capables de les différencier des os accessoires normaux qui se trouvent dans cette zone. Une fracture entraînera une rupture de la corticale, alors qu'un os accessoire apparaîtra lisse et arrondi, sans altération de la corticale associée. Connaître la localisation des éventuels os accessoires du pied est un élément essentiel de l'apprentissage de l'interprétation des images et réduira le nombre d'erreurs faussement positives que vous ferez. Ce cas est un peu plus facile. Le décroché dans la corticale créé par la fracture est clairement visible si vous le regardez bien attentivement. Reprenons notre quoi ou comment. Quoi, une fracture, ou du bord latéral distal du cuboïde gauche, comment, légèrement déplacé. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture légèrement déplacée du bord latéral distal du cuboïde gauche. Nous voyons ici une fracture avulsion au niveau du bord antéro-externe du calcanéum. Notez l'œdème important des tissus mous qui doit guider votre réflexion lorsque vous vous demandez s'il s'agit d'un os accessoire ou non. Ici, il s'agit bien d'une fracture. Reprenons notre quoi ou comment. Quoi, une fracture, ou du bord latéral du calcanéum droit, comment, légèrement déplacé. Pour écrire ceci comme une évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture légèrement déplacée au niveau du bord latéral du calcanéum droit. Sur cette image, votre regard peut être immédiatement attiré par le bord latéral du cuboïde.
Vous vous rendrez rapidement compte que cet os est lisse et arrondi. Il ne s'agit pas d'une fracture, mais d'un os accessoire. De manière assez inhabituelle, il s'agit d'un os péronium, se présentant sous forme bipartite. Intéressons-nous maintenant vers le processus antérieur du calcanéum, qui est le site d'une insertion ligamentaire. Nous pouvons voir une ligne claire représentant une fracture non déplacée. Bien que cette image ait été acquise pour la cheville et non pour le pied, regardez attentivement le bord antérieur du calcanéum, où vous pouvez voir une petite fracture avulsion. Celle-ci sera mieux visible sur une vue oblique du pied. Quoi, une fracture, ou du processus antérieur du calcanéum gauche. Comment, non déplacé. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture non déplacée du processus antérieur du calcanéum gauche. Ici, nous pouvons analyser une fracture luxation de Chopard. C'est une lésion typique des chutes d'une certaine hauteur ou d'accident de la route. Néanmoins, le plus souvent, cette lésion est la conséquence de neuropathie diabétique. On sait que l'hyperglycémie chronique exerce des effets néfastes sur le métabolisme osseux. La structure osseuse est altérée en raison des effets toxiques directs du glucose. Maintenant, analysons de plus près ce cliché et attardons-nous sur les espaces articulaires. La première articulation tarso-métatarsienne a un espace articulaire bien régulier avec un espace clair. L'espace articulaire entre le cunéiforme médial et le naviculaire est préservé. Après, tout devient assez délicat. L'articulation talo-naviculaire a complètement disparu et le talus chevauche complètement le naviculaire. Il n'y a plus d'articulation entre le bord latéral du cuboïde et le calcanéum. Sur l'incidence de profil, nous pouvons voir clairement le déplacement dorsal de l'articulation médio-tarsienne. Notez également les calcifications des parois vasculaires que l'on rencontre fréquemment chez les patients diabétiques, laissant suggérer que cette luxation de Chopard est due à une neuropathie diabétique. Sachez également que les patients en insuffisance rénale chronique présentent également des parois vasculaires très calcifiées. Quoi, une luxation de Chopard ou de l'articulation médio-tarsienne gauche. Comment, avec un déplacement dorsal. Pour écrire ceci comme une évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une luxation de Chopard au niveau de l'articulation médio-tarsienne gauche avec un déplacement dorsal. L'ostéoarthropathie diabétique est une complication qui se manifeste, au stade précoce, par une inflammation localisée du pied ou de la cheville, secondaire à une ostéolyse d'origine inflammatoire et neuropathique. Le pied de Charcot ne doit pas être confondu avec une fracture-luxation de Chopard. Malgré une consonance proche, ce sont des pathologies bien différentes. Le pied de Charcot est un trouble dégénératif progressif des surfaces articulaires, généralement du milieu du pied, résultant d'une neuropathie diabétique. Souvent, l'état inflammatoire du pied est précédé d'un ou plusieurs microtraumatismes non perçus en raison des troubles de la sensibilité dus au diabète. Les fractures et ou microfractures qui en résultent déclenchent une inflammation locale avec une production de cytokines pro-inflammatoires qui, par une réaction en chaîne, provoque une résorption osseuse, c'est-à-dire un processus par lequel les ostéoclastes décomposent le tissu osseux et libèrent les minéraux, entraînant un transfert de calcium du tissu osseux vers le sang. Il faut savoir que le risque infectieux est augmenté chez les patients diabétiques en raison d'un déficit des fonctions des cellules phagocytaires et notamment une baisse de leur activité bactéricide. Malheureusement, au stade précoce, les patients sont souvent traités à tort pour une cellulite, une thrombose veineuse profonde, une crise de goutte ou encore une entorse, et le retard de diagnostic est délétère pour ces patients. En fait, à ce stade, une décharge du pied peut stopper l'évolution de l'ostéoarthropathie nerveuse diabétique. Donc, sur les radiographies, il faut rechercher une subluxation articulaire débutante, notamment l'articulation talonaviculaire ou
tarso-métatarsiennes. Et les subluxations tarso-métatarsiennes des premier et deuxième rayons sont mieux évaluées sur les clichés de face, tandis que celles des troisième, quatrième et cinquième rayons sont mieux visibles sur les clichés de 3/4 ou obliques. Le profil est bien sûr également utile.